Certes, remplacer l'approche unidimensionnelle par une approche aspectuelle ne résout pas le problème de savoir s'il est souhaitable que toutes les œuvres et tous les arts maximalisent la fonction cognitive plutôt qu'une autre. Par exemple, la fonction hédoniste. Elle ne répond pas non plus à la question de savoir quelles sont les éventuelles compatibilités ou incompatibilités entre des fonctions diverses. Mais elle permet pour le moins de comprendre qu'en tout état de cause, dans une perspective de compréhension des faits d'art, l'analyse de l'identité fonctionnelle des œuvres n'est qu'un des aspects d'une compréhension intégrée. Quelle valeur cognitive? Jusqu'ici, j'ai fait comme si l'expression valeur cognitive ne pouvait que désigner un seul type de fait. En réalité, comme le montre le cas de la musique, mais peut-être aussi celui d'Hélène et des garçons, il y a peut-être différents types de valeurs cognitives, en sorte qu'il se pourrait que si une définition donnée décrète que telle ou telle œuvre ou tel art n'a pas de valeur ou de dimension cognitive, elle le fasse tout simplement parce qu'elle est aveugle à la valeur cognitive de l'œuvre ou du genre en question, étant donné que le type de connaissance produit par ceci ne correspond pas à celui épinglé par la définition. En fait, il suffit de se poser la question pour se rendre compte que dans la mesure où il existe une diversité de processus cognitifs et de types d'acquisition cognitive, on ne peut pas se contenter d'une définition générale de la cognition. Il existe des connaissances qui sont acquises à un niveau pré-attentionnel, alors que d'autres sont le résultat de processus attentionnels. Une connaissance procédurale n'est pas la même chose qu'une connaissance déclarative. Une connaissance propositionnelle n'est pas la même chose qu'un savoir-faire, un know-how. Or, tous ces processus et types d'acquisition cognitive peuvent être exploités, entre autres, par les œuvres d'art. De même, les domaines dans lesquels nous pouvons obtenir des connaissances sont multiples. Il peut s'agir du développement des aptitudes perceptives, d'une connaissance factuelle intramondaine, de la rectitude morale, de la pénétration psychologique, de la sensibilité émotive. Autant de domaines dans lesquels on peut développer des connaissances grâce, entre autres, à des œuvres d'art. Je dis entre autres parce que je ne pense pas qu'il soit nécessaire ni souhaitable d'isoler le mode d'acquisition et les domaines cognitifs accessibles à travers l'art de nos autres voies d'accès aux connaissances. On est donc amené à admettre que le type de valeur cognitive varie selon les œuvres, les genres ou les formes d'art. Du même coup, l'évaluation de la valeur cognitive d'une œuvre ne peut se faire dans l'absolu, mais uniquement eu égard à un type d'acquisition et un domaine donné. À partir de là, c'est tout un champ d'analyse potentielle qui s'ouvre. Je me bornerai à deux cas en quelque sorte extrêmes. Le premier porte sur un niveau d'acquisition et un domaine cognitif très élémentaire, mais en même temps absolument fondamentaux. Le deuxième concerne au contraire un type de connaissance extrêmement complexe, mais du même coup relativement aléatoire, car variant beaucoup plus d'un individu à l'autre, selon sa capacité ou sa volonté de s'engager plus ou moins sérieusement dans une relation cognitive avec les œuvres en question. Comme indiqué, le premier cas qui m'intéresse concerne un type de connaissance à la fois élémentaire et fondamentale, en l'occurrence le développement de notre pouvoir de discrimination perceptuelle et plus précisément visuelle. Il s'agit plus précisément de la question de la puissance cognitive des jeux vidéo. On peut considérer que les jeux vidéo sont une forme d'art parce que du point de vue poético-générique, ils relèvent manifestement de la techné artistique et plus précisément du vaste champ des arts de la fiction audiovisuelle. En même temps, du moins à première vue en ce qui concerne leur valeur cognitive, les jeux vidéo semblent faire partie des types d'activités qu'on peut négliger, d'autant plus que les jeux dont il s'agit dans notre étude de cas sont des jeux de combat et de baston, qu'on considère d'un commun accord comme étant non seulement les plus frustes, mais encore les plus débilitants parmi la panoplie des jeux. Pourtant, cette impression du sens commun pose problème. Ou plutôt, si elle est difficilement contestable, tant qu'on s'intéresse au niveau des univers fictifs mis en scène et des actions que le joueur peut entreprendre pour changer ce monde, actions qui se limitent en gros à tuer le plus adversaire possible, il en va autrement dès lors qu'on se tourne vers la question des modalités de la représentation, ou pour être plus précis, vers celle des modalités d'interaction visuelle entre le joueur et l'espace du jeu. Ce point a été démontré dans une étude très élégante menée par Shaun Green et Daphné Bavelier.
Les auteurs se posaient la question de savoir si la pratique massivement répandue des jeux vidéo a des conséquences sur les compétences motrices et perceptives des individus qui s'adonnent à cette pratique. En effet, en règle générale, le fait d'exposer de façon récurrente un organisme à un environnement visuel changé résulte dans une réorganisation plus ou moins grande de son système visuel, réorganisation qu'on désigne par l'expression d'apprentissage perceptuel. Pourquoi n'en irait-il pas de même en ce qui concerne les jeux vidéo? Et effectivement, Green et Bavelier ont montré que la pratique des jeux vidéo est bien capable de transformer toute une série de compétences visuelles généralistes. Le caractère innovant et élégant de l'étude réside dans le fait qu'au lieu de développer un dispositif expérimental spécifique, avec des séances d'entraînement à une tâche spécifique, dont on mesure ensuite les effets, les auteurs ont comparé directement les compétences de deux populations, une de joueurs de jeux vidéo et une de non-joueurs, en les soumettant aux tests de compétences traditionnels sans les soumettre à un entraînement préalable. De ce fait, l'étude a pu mesurer directement l'effet de la pratique des jeux vidéo sur des compétences acquises à travers une pratique ludique, dont le but n'était pas l'acquisition de ces compétences. Autrement dit, les compétences nouvelles ont été acquises sans visée téléologique intentionnelle dirigée vers leur acquisition. L'étude a montré de façon tout à fait convaincante que du point de vue des ressources visuelles attentionnellement disponibles, de leur activation, de leur distribution spatiale, à travers le champ visuel, mais aussi du point de vue des capacités d'intégration temporelle, une pratique régulière des jeux vidéo d'action aboutit à un véritable apprentissage perceptuel. Par ailleurs, alors que dans la plupart des études on a constaté que ce type d'apprentissage reste limité à la tâche pratiquée et ne se généralise pas, les deux auteurs ont pu montrer qu'il était généralisable au-delà de la tâche pratiquée, le jeu vidéo, et restait opératoire même après plusieurs mois de cessation de toute pratique. On peut en conclure que la pratique de l'attention visuelle est dans certaines conditions du moins capable de déclencher un processus d'auto-apprentissage aboutissant à des compétences généralisables, c'est-à-dire ne restant pas limitées à la tâche qui l'a déclenchée. Ainsi, les jeux vidéo ont bien une fonction cognitive indéniable, même si elle ne constitue pas le but des joueurs. Une objection qui se présente immédiatement est que cette valeur cognitive au niveau de l'affinement et de la discrimination visuelle n'étant rien liée au fait que le stimulus se trouve être un jeu vidéo. Autrement dit, même si l'on me concédait qu'un jeu vidéo peut être considéré comme une œuvre d'art, l'effet mis en évidence est indépendant du fait que le stimulus est de nature artistique. Un dispositif expérimental classique bien conçu aurait pu produire au même résultat. Cette objection s'accorde en réalité fort bien avec l'hypothèse que je fais mienne ici, à savoir que si, et dans la mesure où une œuvre d'art possède une valeur cognitive, eu égard à un processus cognitif mobilisé, aussi par d'autres activités attentionnelles, le type de connaissance ou de compétence qu'elle apporte est du même type que celui apporté par les autres activités attentionnelles qui sollicitent ce même processus, n'étant rien lié au fait que le stimulus se trouve être un jeu vidéo. L'objection rencontre donc l'idée selon laquelle il n'existe pas de processus cognitif qui serait spécifique au traitement mental des œuvres d'art et que donc il n'existe pas de cognition spécifiquement artistique. Mais en contrepartie, l'étude que je viens de résumer suggère aussi qu'une œuvre d'art peut produire des effets cognitifs à des niveaux très profonds, y compris lorsque son but avoué est purement ludique. Le cas des jeux vidéo attire plus précisément l'attention sur le fait que des œuvres d'art, dont l'identité relève foncièrement du niveau perceptif, tel l'art de la peinture ou de la musique, sont susceptibles d'induire des effets cognitifs à des niveaux qui peuvent fort bien être en partie pré-attentionnels et du même coup sont difficiles à identifier. Cette possibilité est suggérée notamment par le modèle de l'apprentissage perceptif développé par Merav Aissar et Shaul Hochstein. Leur théorie est fondée sur l'hypothèse que ce qui limite la performance naïve dans le champ de la discrimination visuelle, ce n'est pas le fait que chez les sujets non exercés l'information pertinente serait absente des représentations neuronales, mais qu'ils n'y ont pas accès. Le même stimulus visuel donne naissance aux mêmes représentations neuronales chez tous les sujets.
Autrement dit, un sujet naïf et un sujet compétent ne se distinguent pas quant à leur capacité au niveau du traitement bottom-up des stimuli, mais uniquement en ce qui concerne leur capacité ou non de réaccéder à tel ou tel niveau de ce traitement ascendant grâce à une stratégie descendante, donc en se laissant guider par une tâche attentionnelle. La théorie de la hiérarchie inverse, Reverse Hierarchy Theory, affirme donc que l'amélioration de la performance perceptuelle est due en grande partie à des processus descendants, et plus précisément à une cascade de transformations descendantes qui renforcent l'information pertinente et affaiblissent l'information non pertinente. Aïssar et Einstein distinguent plus précisément 4 stades dans cette dynamique cognitive, dont seulement 2 m'intéresseront ici. Le premier stade est celui des sujets naïfs. Leurs performances sont régies par une sélectivité attentionnelle qui se situe au sommet de la hiérarchie visuelle. En cas de fausseté ou d'insuffisance de ces représentations de haut niveau, il y a échec. Comme le notent les 2 auteurs, il ne faut pas se méprendre sur l'expression sujet naïf. Un sujet naïf est en réalité un expert pour les scènes visuelles standards, dans la mesure où ces représentations de haut niveau sont le résultat d'un entraînement intense. Pour la catégorisation visuelle ultra rapide, de l'ordre de 150 millisecondes de ces scènes standards. Donc la performance naïve est en fait une performance ultra experte pour les stimuli les plus régulièrement rencontrés. L'autre niveau qui m'intéresse est celui des sujets hautement entraînés. Ce sont des sujets ayant eu un entraînement intense dans des tâches visuelles nouvelles par rapport aux scènes standards, mais apparentées entre elles. Elles sont capables de manipuler le niveau auquel ils accèdent pour résoudre la tâche nouvelle qui leur est imposée par les stimuli nouveaux, ceux-là même qu'ils échouaient à traiter au stade initial. Lorsque les conditions sont difficiles, donc lorsque les sujets ont besoin d'un ratio signal-bruit plus élevé, leur performance se base sur des représentations de bas niveau et leur attention est donc spécifique pour des aspects de bas niveau. À en juger d'après le cas des jeux vidéo, il n'y a aucune raison de mettre en doute l'hypothèse que l'attention accordée de manière régulière et soutenue à des peintures, par exemple, est susceptible d'induire un tel processus d'apprentissage perceptuel par voie descendante. Car les peintures, qui sont beaucoup de choses, sont aussi et même sont d'abord et avant tout des pièges attentionnels. Une stratégie artistique particulièrement intéressante à cet égard consiste précisément à créer des œuvres qui sont décevantes au niveau du traitement ascendant initial et qui, du même coup, amènent le spectateur à s'engager dans un processus de feedback descendant. Et en l'occurrence, ces stratégies ne sont pas limitées à l'art abstrait, c'est-à-dire qu'elles ne renvoient pas à la distinction entre le design et les patterns abstraits d'un côté, la figuration de l'autre. Il existe d'innombrables œuvres figuratives qui tendent à arrimer l'attention visuelle à un niveau relativement bas. Je pense notamment à la façon dont Matisse ou Bonnard, dans une partie au moins de leurs œuvres, mettent en tension le principe de profondeur et le principe de surface, tension qui piège le spectateur à un niveau de traitement relativement bas du signal visuel, ou plutôt l'amène à faire des allers-retours permanents entre traitement de haut niveau, construction d'une scène analogique, et feedback descendant. Et, à bien des égards, l'ensemble de la tradition picturale, peinture à l'encre, des lettrés chinois ou japonais fonctionne sur le même principe. Dans toutes ces situations, le regard du spectateur est formé notamment par un passage de ce qu'on appelle la vision du monde à la vision du peintre. À travers ce processus, celui qui s'adonne à l'attention esthétique acquiert des connaissances généralisables au niveau de la discrimination de la perception visuelle, connaissances qui pourtant ne sont pas explicables, explicitables et ne donneront pas lieu à une connaissance propositionnelle, du moins pas directement. Pourtant, il me paraît difficilement niable qu'une partie réelle de la fonction cognitive de l'art pictural et de son attrait esthétique se joue à ce niveau-là. Le deuxième cas qui m'intéresse est celui de la fiction. Il se situe à l'autre extrême du spectre du traitement cognitif par rapport à l'apprentissage perceptif, puisqu'il concerne l'intégration de haut niveau d'une information complexe. Tout le monde est d'accord pour dire que la fiction a des vertus cognitives. Encore faut-il s'entendre sur le type de connaissance qui est en jeu. Or, il y en a manifestement plusieurs. D'abord, les fictions transmettent, comme en passant, d'innombrables connaissances factuelles. La raison en est simple.
Le mobilier de l'univers des représentations est commun pour une part non négligeable au monde réel et à l'univers de fiction. Ainsi, les romans nous transmettent toujours des informations factuelles que nous pourrions par ailleurs trouver dans des récits factuels. Par exemple, innombrables sont les romans qui permettent aux provinciales ou à l'étranger d'acquérir des informations fiables sur Paris, sur tel ou tel de ses quartiers, sur la situation des gares. En fait, la vraie difficulté n'est pas tant de transmettre des connaissances factuelles de ce type, elle est plutôt de réussir à ne pas en transmettre, comme en témoignent les romans fantastiques, dont la difficulté principale réside dans la nécessité de bloquer la transmission d'informations factuelles référant au monde réel dans lequel nous vivons. Cela dit, ce n'est certainement pas dans ce type d'informations factuelles que réside la valeur cognitive de la fiction en tant que fiction. Ces informations-là sont plutôt la trace de l'univers non fictionnel dans l'univers fictionnel, une trace qu'aucune fiction ne saurait expulser au-delà d'un certain degré sans risquer de devenir incompréhensible. En fait, pour s'interroger sur la valeur cognitive propre que pour revêtir une fiction, il faut s'intéresser à son mode de réception spécifique et aux processus mentaux qui nous donnent accès à l'univers fictionnel, donc à l'immersion et à la stimulation. Je n'entrerai pas ici dans une discussion technique de ces deux notions, il suffit de rappeler que nous expérimentons les fictions sur le mode de l'immersion, ceci grâce à un processus de simulation qui nous met dans une situation dans laquelle les phrases du texte ou les images de l'écran induisent dans notre esprit la représentation d'un univers d'actes et d'événements que nous vivons de l'intérieur. Il convient de préciser que dans l'immersion, contrairement à ce qui se passe dans l'illusion, le mi-même ne prend pas la place de l'environnement réel. Le processus d'immersion consiste en une inversion des hiérarchies entre l'attention au monde et l'attention accordée au lui-même. Alors qu'en situation pragmatique standard, l'activité imaginative est un bruit de fond qui accompagne l'attention au monde. Dans l'immersion fictionnelle, la relation s'inverse. C'est l'attention au monde qui devient un bruit de fond. Cela se traduit notamment par le fait que le seuil d'alerte qui fait accéder les stimuli intramondains à la conscience attentionnelle est plus élevé qu'en situation normale. Par exemple, lorsque nous regardons un film, les stimuli enregistrés au niveau de la vision périphérique influent beaucoup moins fortement sur la dynamique de l'exploration visuelle que ce n'est le cas en situation de perception normale. Pourtant, en cas de besoin, nous restons parfaitement capables de réagir aux stimuli réels. C'est cette coexistence et la tension entre les deux mondes qui fait que la modélisation fictionnelle peut être un véhicule cognitif tout à fait intéressant, puisque l'immersion nous permet à la fois d'être dans la fiction et d'évaluer néanmoins de l'extérieur, du point de vue de la réalité effective, non seulement les personnages, mais aussi le modèle d'univers qui se dégage de leur interaction.